Bonsoir tout le monde. Donc, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais dans le fond, on a un événement Bistro Brain qui commence là. Donc, un événement sous le thème de technologie du futur. Donc, aujourd'hui, on va avoir 3 présentations qui vont nous parler des technologies du futur. Bistro Brain, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un OBNL de vulgarisation qui a été fondé en 2017. La mission, c'est de diffuser la science à travers le plaisir, comme ce soir dans un bar avec une bonne petite bière. Donc, comment ça va se passer ce soir? Il va y avoir 3 présentations de 12 minutes. Puis, à la fin de chaque présentation, il y a une période de questions de 5 minutes du public. Donc, je vous conseille d'écouter aussi bien les présentations parce qu'à la fin des 3 présentations, il va y avoir un petit quiz et des prix à gagner si jamais vous avez les bonnes réponses au quiz. Merci à nos commanditaires pour l'événement, l'AGE et les fonds de recherche du Québec. Je dois vous avertir aussi qu'il y a Gabrielle de l'organisation de Bistro Brain qui va peut-être prendre des courts vidéos de l'événement dans l'objectif de faire une vidéo promotionnelle des événements de Bistro Brain. Alors, on va tout de suite commencer avec la première présentation. C'est Claire Le Tanner, notre première présentatrice. Elle est docteure en biologie cellulaire et moléculaire. Présentement, c'est une chercheuse postdoctorale pour Mitacs. Elle collabore avec l'UQTR et l'entreprise Ulysse Biotechnologies pour développer un probiotique pour les plantes à base de bactéries dans le but de réduire les utilisations agricoles de pesticides et d'engrais. Donc, vous pouvez applaudir Claire. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes, mais j'espère que vous avez passé une belle journée. Et puis aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de technologie du futur, à ce qui paraît. Mais en fait, comme vous pouvez voir dans mon arrière-plan, il n'y a pas forcément de robots, il n'y a pas forcément d'inox et d'autres petites choses, de la robotique qui souvent excite certaines personnes de l'innovation. On va parler de plantes parce qu'aussi, il y a de l'innovation. Et donc, on va parler de biotechnologie. Et ce pourquoi on va avoir besoin de regarder non pas en l'air, mais sous nos pieds, parce que le génie peut se cacher aussi sous nos pieds. Je vous présente Julie pour commencer. Julie, à sa tronche, vous pouvez voir que franchement, elle file pas bien, fait que j'espère que ça vous coupera pas l'envie de manger. Mais en tout cas, elle a des crampes d'estomac, elle a la nausée, autant vous dire, le diagnostic est facile, la gastro est par ici. Bon, Julie, son petit problème, c'est que, elle est malade, oui, mais bon, à temps partiel, elle est mannequin pour une base de données iStock, à ce qui paraît. Là. Mais en vrai, dans la vraie vie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est séricultrice. C'est quoi? Elle est agricultrice, mais dans une serre. Elle fait pousser des plantes dans une maison transparente, globalement. Et le problème, c'est qu'elle est malade et que normalement, ça doit ressembler à une tomate normale de ce qu'elle produit. Et elle n'est pas la seule à être malade en ce moment et elle n'a pas le moral. Pourquoi? Parce que ces tomates, elles ne ressemblent pas à ça. Elles ressemblent à ça. Autant vous dire que c'est moins appétissant et j'espère que c'est pas ça que vous avez dans les nachos, les garçons, parce que franchement, ça n'a pas le même goût. Le problème, c'est que les deux sont reliés. Julie est malade, ces tomates sont malades, mais il pourrait peut-être y avoir un lien entre les deux. Pourquoi? Je vais mettre mes lunettes de scientifique et je vais vous en parler. Pour pouvoir savoir pourquoi on est malade, autant les êtres humains que les plantes, il faut qu'on regarde qu'est-ce qui pourrait nous stresser dans la vie. Les plantes, elles sont stressées tout comme nous. Bon, elles n'ont peut-être pas des rapports trimestriels à rendre ou des travaux à rendre, mais elles ont aussi des stress propres à elles-mêmes. Dans un premier temps, pour comprendre pourquoi elles sont malades, on pourrait se demander, la plante en tant que telle, est-ce qu'elle est malade? Est-ce qu'elle a une génétique assez bof? On n'a pas forcément des plantes qui sont faites pour être productrices. Bon, Julie, elle est quand même bien à son affaire. C'est une séricultrice avec plusieurs années d'expérience, fait que c'est pas ça le problème. Pour pouvoir faire l'étude des différentes façons de pourquoi elle pourrait être malade, on va parler de différents stress, les stress abiotiques et les stress biotiques. Les stress abiotiques, ça peut être plein de choses. Ça peut être déjà sur quoi elle pousse, la plante.
Est-ce qu'elle a un sol qui correspond à ce qu'elle a besoin? Est-ce qu'elle a les nutriments qu'il faut? Est-ce que c'est trop compacté? Ça fait partie des stress abiotiques possibles. Il y a d'autres stress abiotiques. Est-ce qu'il fait trop chaud? Est-ce qu'il ne fait pas assez chaud? Est-ce qu'il y a trop d'eau, pas assez d'eau, etc. Ça peut être différents stress qui peuvent amener à des problématiques. Et puis quand on a fait le tour un peu des biotiques, on s'est rendu compte, Julie nous a dit, ben non, moi je suis dans une serre, je suis capable de gérer tous ces paramètres-là, je sais que ce n'est pas des stress abiotiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des stress biotiques. Bon, déjà, on peut avoir des raccoons ou tout autre herbivore, mais dans une serre, on s'entend que les raccoons, il faudrait qu'ils grimpent très très haut pour pouvoir aller chercher les tomates. Mais ça a des problématiques, hein, au Québec surtout. Il peut y avoir aussi des insectes qui viennent par là. Les abeilles, c'est bien mignon, mais il y a aussi tout ce qui est puceron qui va venir piquer la plante et créer des plaies sur notre plante. Ça, on n'en veut pas. Pourquoi? Parce que ça devient une porte d'entrée magistrale pour ce qui rend malades les plantes. Des choses microscopiques que l'on peut voir autant sur les feuilles, donc la phase aérienne, que sur la phase racinaire, ce qui est caché sous nos pieds, des sacrés micro-organismes. Et puis pour ça, il y a un ensemble énorme de micro-organismes, une diversité. On va avoir des virus potentiels, on va avoir toute une large gamme de bactéries, de champignons, de nématodes, etc. Ça, c'est une sacrée soupe de micro-organismes. Ici, ce qu'on voit, c'est ce que l'on appelle finalement un microbiote. C'est l'ensemble de l'univers des micro-organismes que l'on peut trouver. On peut avoir un microbiote, nous aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du deuxième cerveau humain. C'est celui qui se trouve dans notre ventre. Il nous aide à digérer, il nous aide à nous battre contre certains pathogènes, etc. C'est très utile. Et bien, les plantes, elles ont la même chose, sauf qu'elles vont avoir un cerveau ici, un microbiote qui va être aérien et un microbiote souterrain. Je m'en viens, vous me parlez... Vous me dites que je vous parle de biologie, mais en fait, elle est où la technologie dans tout ça? Eh bien, c'est un peu ce que Julie me dit aussi. Finalement, la biotechnologie, c'est là que ça vient vraiment marrant. C'est qu'on s'est rendu compte que l'ensemble des micro-organismes, le fameux microbiote, si ce n'est pas des bons joueurs, si dans votre team, pour votre projet de fin de session, il y en a un qui ne fait rien de sa journée, ben ça revient à ça. On a une maladie à la fin. Le projet n'est pas bien fini. Donc, la technologie que nous avons en arrière de ça, c'est donc de réinstaller un microbiote bénéfique. Pour cela, eh bien, on va juste trouver les bons joueurs, les gens qui vont bien travailler et qui vont pouvoir interagir correctement avec les plantes, ici des tomates. Comment on fait ça dans la vie? Parce que c'est bien beau, mais Julie, elle a fait son travail depuis des années, elle sait très bien où est-ce qu'elle s'en va. Et l'agriculture en général, en champ comme à l'intérieur, dans une serre, il y a deux grosses idées qui gardent en tête beaucoup. C'est l'amélioration via la génétique, donc trouver des plantes qui sont plus résistantes à certains stress, biotiques comme abiotiques. On peut avoir aussi, tout simplement, si notre consommateur il veut une tomate petite, grosse, moyenne, jaune, vert, bleu, peu importe, il va y avoir de l'amélioration génétique. Mais il y a aussi le gros pan de la chimie. Quand on a un problème envers des stress biotiques comme abiotiques, on peut utiliser la chimie pour ça. On parle d'engrais, on parle de pesticides en tout genre. Et malheureusement, depuis plusieurs années, c'est une grosse problématique pour l'environnement. On va avoir des contaminations des cours d'eau, on va avoir différentes perturbations de la flore environnementale extérieure. On peut penser aux champs qui sont aux alentours du lac Saint-Pierre. Et puis en fait, depuis ces nombreuses années, la plus grande oubliée, c'est donc la microbiologie. L'ensemble des êtres vivants qui interagissent avec nos fameux plants. Et ce qui s'est passé, en fait, d'où le mot technologie, c'est que depuis quelque temps est arrivée la biologie moléculaire, la biochimie et l'ensemble des bioinformatiques qui sont en arrière de ça. Et aujourd'hui, la microbiologie, c'est plus mettre du jus de feuille sur un milieu qui pousse puis voir ce qui y arrive avec des bactéries ou des champignons dessus. Aujourd'hui, c'est prendre des petits morceaux de terre un peu n'importe où, des morceaux d'eau aussi, des petits gouttes d'eau, et puis on identifie l'ensemble de tous les micro-organismes qui sont à l'intérieur. On n'étudie plus un micro-organisme, on en étudie des milliers et des milliers à la fois, et on étudie surtout les interactions entre ces différents joueurs. Mais pour ça, il nous faut quand même un peu de stainless. Je vous en ai parlé tantôt. Bon, ok, je reviens un petit peu sur ma parole. On va avoir dans un premier temps un génie de biologie cellulaire et moléculaire, ce dont je vous parle, dans des laboratoires. Bon, il n'y a pas de stainless, mais on s'amuse bien quand même.
Et puis par la suite, donc, ce qu'on va faire dans ce laboratoire, c'est d'identifier les différents joueurs, micro-organismes qui vont être intéressants pour jouer avec notre plante, pour interagir avec elle et améliorer sa santé. Puis ensuite, quand on a trouvé les bons joueurs, il faut les multiplier parce qu'on s'entend que les agriculteurs, il faut qu'ils traitent des hectares et des hectares de champs. Il en faut pas mal des bactéries pour ça. Fait que ça prend un peu de stainless, de la technologie en arrière de ça pour la produire, cette solution. Qu'est-ce que ça donne, cette solution, dans la vraie vie? Je vous parle de micro-organismes, de bons joueurs, de mauvais joueurs, mais ça donne quoi pour les personnes qui ont les mains dans la terre? Ça donne ça. Ici, on a des plants de fraises. On en a un qui a un microbiote un peu comme n'importe quel agriculteur le ferait aujourd'hui. Et puis ici, on a un microbiote qui a été amélioré. Vous le voyez ici, les racines, il y en a en tabarouette. Puis elles ont le même âge, ces deux fraises-là. Ça veut dire qu'il y en a une qui est beaucoup plus avancée grâce à la meilleure santé de son microbiote racinaire. Ici, on peut voir aussi des racines qui ont été traitées, où il y en a davantage que lorsqu'il n'y a pas de traitement. Donc, au stade précoce d'une plante, ça lui permet d'avoir un gain de développement sur la racine. Ce que ça fait à long terme, ça fait un gain qui va être très bon pour l'agriculteur. On s'entend que son but dans la vie, c'est aussi de se nourrir. C'est bien de nourrir les autres, mais il faut aussi qu'il en retire un revenu. Ce que ça va faire, c'est que ce gain de développement racinaire que la plante a eu précocement, elle va le garder au long de sa vie. Et donc, on va avoir une amélioration des rendements. Bon, c'est bien beau tout ça, mais en fait, dans un contexte où on est en changement d'environnement, où on se demande un petit peu ce qui nous arrive. On est au mois de mars et puis en fait, on n'a vraiment plus de neige ou presque plus, à part ce matin où on a eu quelques centimètres. Et le dérèglement climatique, c'est un vrai problème pour les agriculteurs. Ils ne savent pas du tout comment aborder ce genre de questions. Eh bien, soigner un microbiote de plantes, ça donne ça. Ça donne aussi une meilleure résistance à certains stress. Et si ma vidéo marche, warning, c'est de la torture de plantes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste arrêté de les arroser. On les regarde mourir littéralement. Et vous verrez que certaines, qui n'avaient pas de microbiote amélioré, sont plus mortes que les autres. Donc c'est un petit peu le point fort aujourd'hui pour l'agriculture et donc pour demain aussi, c'est d'offrir des outils qui vont permettre aux plantes et donc aux agriculteurs d'avoir une meilleure résilience face à l'incertitude des changements climatiques. C'est bien beau, je vous montre des photos, mais ça se trouve, je les ai choisies moi-même là. Bon, il y a un peu de vrai, je les ai choisies, on s'entend. Mais en fait, comment ça marche? Tout ça, ça a été appuyé par de nombreuses littératures et c'est encore en train de s'étoffer actuellement parce qu'on se rend compte du génie qui se passe sous nos pieds et qu'on devrait mettre en valeur. Donc ce que ça fait, c'est qu'on sait un petit peu les mécanismes qui sont en arrière de ces phénomènes. Tout d'abord, nos petites bactéries qui sont bénéfiques, qui se sont installées au niveau de la racine, parce qu'elles vont produire différentes molécules. Certaines enzymes vont dégrader la matière organique qui vont permettre qu'elle soit disponible pour que la plante la réabsorbe. Il va y avoir d'autres molécules qui vont être utilisées pour aider à la biodisponibilité de certains micronutriments comme du fer, du calcium, etc. Aussi, ces bactéries, elles vont se développer. Elles vont créer des biofilms qu'elles vont installer là où elles sont en train de se développer, c'est-à-dire à l'interface de la racine. Ce qu'elles vont faire finalement, c'est un petit manteau autour de la racine pour que physiquement les racines soient protégées. Donc l'envahisseur, le pathogène, a moins de chances de pouvoir bien s'établir. Il y a aussi la production de différents biosurfactants, des molécules qui vont être actives. Le surfactant, quand je dis ça, pensez à savon, littéralement. Qu'est-ce qu'on fait pour tuer des bactéries sur nos mains en sortant des toilettes? On prend du savon. C'est le même principe. Certaines bactéries sont capables d'en produire, en microdose, on s'entend, et ça va donc aider à la bioprévention contre certains pathogènes, encore une fois. Bon, il y a différents mécanismes qui vont aussi expliquer pourquoi une plante est capable de pousser plus vite lorsqu'il y a des bactéries. On a notamment la production de phytohormones comme l'auxine qui va tout simplement être reconnue par la plante et stimuler sa croissance racinaire. On va avoir deux mécanismes très particuliers pour expliquer pourquoi les plantes sont capables de survivre avec moins d'eau quand on met un microbiote. Cette molécule-là, bon, je l'ai écrite en bas parce que je n'étais pas capable de m'en souvenir, c'est la polygamma-glutamique acide. C'est une molécule qui est capable de prendre des dixièmes de fois son poids en eau. Ce que ça fait, c'est que ça fait un réservoir d'eau directement au cœur des racines. C'est trop facile.
Et il y a aussi d'autres façons où la bactérie va littéralement avoir un impact sur comment se comporte la plante, et elle va notamment influencer la production de petites protéines, que l'on appelle des aquaporines, qui vont encore être responsables de l'acquisition d'aqua, d'eau à l'intérieur des racines. Pardon. Vous allez me dire, Claire, tu es en train de nous vendre ta salade, ou tes fraises, ou tes tomates, peu importe, mais c'est trop beau pour être vrai. Il y a forcément des limitations. Eh bien, oui et non, en fait. Tout simplement parce que ces bactéries-là, ce ne sont pas des OGM, on les a juste trouvées dans le sol, on a juste valorisé le diamant brut que nous avions sous les pieds. Fait qu'au niveau réglementaire, c'est plutôt sympa. C'est des bactéries qu'on retrouve directement dans l'environnement québécois, fait que finalement, ça ne change rien qu'on la propage un petit peu au niveau de l'équilibre microbiologique de l'environnement. Et il y a aussi quelque chose de plus pragmatique, c'est que ces bactéries-là qu'on utilise, qui sont du type Bacillus, eh bien, elles sont capables d'être fermentées dans mes fameux réservoirs en stainless, et puis aussi elles sont capables de rentrer en dormance. Ce que ça fait, c'est que pendant 2 ans, une fois qu'on les a produits, elles sont stables sur une étagère. C'est un produit qui peut être très stable dans le temps. Et il y a aussi la praticité du fait que c'est juste des petites bactéries qu'on peut rentrer dans la procédure de conduite d'une culture, comme pour la culture de Julie dans sa serre. On la dilue avec l'eau d'arrosage et ça passe. L'agriculteur n'a rien besoin de faire, n'a pas besoin d'acheter de nouveaux matériaux ou quoi que ce soit de changer dans sa conduite de culture, dans son organisation quotidienne, pour pouvoir ajouter ses produits. Right, c'est good. Mais en fait, il y a quand même 2 petits points que j'aimerais mettre une nuance dessus. Il y a le côté de la dépendance à l'interaction. Moi, ce que je vous parle là, finalement, c'est un peu un Tinder à plantes, ok ? C'est-à-dire que notre plante, on va lui faire rencontrer les bons partenaires qui sont microbiologiques pour pouvoir avoir un projet qui est la croissance et la production de tomates. Donc, ça dépend de la tomate, de la plante et des micro-organismes. Fait que c'est très spécifique à chacune des espèces qu'on veut traiter. Donc, ce n'est pas une solution magique, comme certains engrais, par exemple, on pourrait utiliser sur quelque chose de plus global comme application. Et il y a aussi le fait que, oui, ça va réduire une quantité de stress. Ça veut dire qu'on va moins utiliser d'engrais, on peut moins utiliser de pesticides, mais on n'est pas pour autant indépendant à ça. Ça va juste permettre la réduction de l'application, et c'est déjà pas si pire. Retrouvons Julie. Julie a pris des probiotiques. Elle est bien contente, sa gastro va mieux. Elle est capable de pouvoir aller voir ses plantes. Elle s'est donc intéressée à son propre microbiote, à sa propre santé, mais elle s'est intéressée aussi à celle de ses tomates, et ça a résolu pas mal de problèmes. Aujourd'hui, Julie, elle a rentré la microbiologie dans son quotidien de diagnostic pour ses plantes, et franchement, elle en est plutôt contente. Je vous laisserai avec ça, l'un des adages qu'on a en agriculture, qui dit « bigger roots, bigger fruits ». Si on s'intéresse à ce qui se passe en dessous de nos pieds, on pourra avoir de beaux résultats. Je vous remercie pour votre attention et puis si vous avez besoin, je suis là. Je sais qu'il y a des questions. Oui, vas-y, Elise. Oui, oui. Alors, la question de Élise est, est-ce que ça fonctionne seulement en serre ou est-ce que ça fonctionne à l'extérieur? Excellente question, merci Élise. En fait, c'est une question qui va avoir des nuances, mais ça fonctionne en champ comme en serre. C'est des produits qu'on a déjà maintenant étudiés depuis 6-7 ans au niveau de l'entreprise, et on s'est rendu compte qu'en fait, on va avoir différentes réalités. C'est-à-dire qu'en champ, ça marche, mais ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir une soupe d'autres micro-organismes, parce qu'on est dans la nature en général. Donc ça va avoir un certain impact pendant 3-4 semaines à peu près, et puis il faudra réappliquer si besoin. Des fois, juste un kick pour, par exemple, de la salade, ça va être suffisant pour que pour la suite de son cycle de production, on n'ait pas besoin d'en réappliquer. En serre, on va avoir des applications qui vont être un peu plus régulières. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène de lessivage. En serre, on va beaucoup plus arroser, et donc tout simplement, quand on applique une bactérie, elle va se faire... Certaines vont s'accrocher aux racines, c'est correct, elles sont là, elles vont faire leur biofilm, tout va bien. Mais d'autres vont partir en fait. Et donc il faut de temps en temps réensemencer. Voilà. Oui.
Alors la question d'Olivier est par rapport à la molécule de PGA dont j'ai parlé, qui était capable de prendre plusieurs dizaines de fois sa masse à elle en eau, en fait de garder avec elle cette eau au bon endroit. Et donc la question est, est-ce qu'il peut y avoir des applications dans des endroits où il manque d'eau justement ? Oui, tout à fait. En fait, l'une des choses qu'il va juste falloir garder à l'esprit, c'est qu'on a une bactérie qui vit, donc elle a besoin d'une certaine amplitude de température, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'au moins 15 degrés pour pouvoir vivre correctement. Mais une fois qu'elle est active, ce qu'elle va faire, c'est produire ces molécules naturellement. Donc au lieu de mettre un engrais où on sait qu'on en met une quantité X sur le sol et qu'en fait, au bout d'un moment, elle va disparaître, ben là, on a une bactérie qui la produit, elle, au jour le jour, tout le temps. Donc tant que la bactérie est là, la molécule est prise. Et oui, en effet, dans des situations, par exemple, on pense à certains endroits en Europe comme en Afrique où il y a des manques d'eau, ça peut faire une énorme différence. Donc cette vidéo de torture arrive vraiment dans la vraie vie et on le voit sur des plants autant qui sont annuels que des arbres, que des plantes comme des vignes qui ont besoin de plusieurs années avant de produire, etc. Il vaut mieux éviter qu'une vigne, ça meure, parce que ça prend plusieurs années quand même à reprendre un patrimoine. Donc oui, en effet, ça marche. Oui ? Merci. Est-ce que quelque part, fondamentalement, c'est pas l'enjeu, c'est pas le soin qu'on porte à nos sols? Complètement. Alors merci beaucoup pour la question. La question slash commentaire, c'est est-ce que finalement c'est pas une question de prendre soin de nos sols, l'attention qu'on y met? Complètement. En fait, il y a beaucoup d'agriculteurs ou de plus en plus qui sont en train de dire maintenant je ne nourris plus ma plante, je nourris mon sol. En fait, ça revient à faire ça. Ça revient à prendre soin de la vie qui y vit. Si on nourrit le sol, on nourrit l'ensemble des micro-organismes qui y vivent et les bactéries dont je parle en font partie de cette population-là. Donc oui, l'un est dans l'autre, les deux sont reliés. Dans le cas d'une serre, on est moins sur un capital de sol, on va souvent être sur des substrats de culture qui sont un peu plus synthétiques. Et donc à ce moment-là, c'est un premier kick qu'on y met, mais le capital et la santé d'un sol, c'est primordial. Ouais. Bonne question, merci beaucoup Nico. La question est, est-ce que l'interaction est autant bénéfique pour la plante que pour la bactérie dans cette interaction ? Complètement. En fait, pour ces bactéries-là en particulier, d'autres vont être avec une relation qui ne va pas forcément être symbiotique, etc. Là, on parle de mutualisme parce qu'on n'est pas directement dans une anatomie précise de la plante. Mais ce que ça va faire, c'est que la bactérie va aider la plante à avoir ce genre de capacité, de résilience, de mieux percevoir les nutriments, etc. Et en retour, en fait, la plante, ce qu'elle va faire, c'est elle va sécréter des petites molécules de ses racines, qu'on appelle des exudats racinaires, qui vont en partie être bénéfiques aussi pour la communauté bactérienne. Donc oui, c'est un win-win. Alors, c'est vrai que c'est une notion que je n'ai peut-être pas précisée dans ma présentation là. Mais, la question c'était, pourquoi, si cette interaction est si bénéfique, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas déjà dans le sol? En fait, la réponse est, elle est déjà dans le sol. En fonction de la qualité de tes sols, s'ils sont plus ou moins perturbés, on va retrouver plus ou moins ces populations de bactéries. L'objectif, c'est que dans un sol en santé, disons ça comme ça, on va avoir ce genre de bactéries. L'objectif de ce genre de produit-là, c'est de pouvoir rebalancer une quantité de la population bénéfique. Dans un champ, par exemple, on n'a pas l'ambition de stériliser tout un champ et puis d'y mettre que des bonnes bactéries. On va juste pousser l'équilibre dans le bon sens pour que la plante puisse en sortir. Mais ces bactéries-là ont été isolées de différents milieux, notamment certains champs en fait, au Québec. Donc, elles font déjà partie du milieu québécois. Merci. Merci beaucoup, Claire, pour ta présentation. C'était super bon. Avant de présenter le prochain présentateur, j'aimerais juste faire un petit message d'intérêt général là, pour tout le monde qui sont ici ce soir pour Bistro Brain.
Il y a vraiment beaucoup de gens qui parlent. On a vraiment beaucoup de difficultés à écouter le présentateur. Donc, on aimerait ça pouvoir écouter les présentations. On a des étudiants et des profs exceptionnels qui se sont préparés pour venir présenter ici ce soir. Donc, en fait, ici ce soir, on est là pour les écouter. Ce qu'on ne peut pas faire si vous continuez de parler fort comme ça. Donc, juste s'il vous plaît, parlez moins fort, au moins parlez. Merci. J'accueillerai donc le prochain présentateur. Je vais avoir besoin de mes notes. Qui est l'ex-professeur Pierre Lantier, qui était en histoire économique au département des sciences humaines de l'UQTR jusqu'à sa retraite en 2017. Depuis, il est professeur au même département et chercheur associé au Centre interuniversitaire d'études québécoises. Il poursuit ses recherches sur l'histoire de l'électricité et l'histoire urbaine. Accueillez-le chaleureusement, Pierre Lantier. Merci beaucoup. Alors, je crois que je suis ce soir la personne qui a la tête la plus blanche de vous tous. J'ai pris ma retraite il y a un bon bout de temps, donc je vais quand même tâcher de vous donner un tout petit peu une présentation de mes recherches. Pardon? Le micro, bon, d'accord, vous m'entendez mieux? Ça va. Bien. Il faut parler fort. Donc, je vais parler fort. Il n'y a aucune difficulté à ce sujet-là. J'ai pris l'habitude de parler un peu plus faiblement. Alors, j'aimerais parler ce soir donc de l'Inde et de ses bidonvilles et de la consommation d'électricité dans les bidonvilles indiens. L'Inde, depuis quelques décennies, a considérablement développé son économie et en particulier ses entreprises industrielles, au point même que plusieurs d'entre elles ont développé d'importantes multinationales qui font le tour du monde. En même temps aussi, l'Inde a lancé un véritable rayonnement de ses villes, et en particulier Mumbai, avec évidemment donc Bollywood. Je crois que ce n'est pas vraiment besoin pour moi de vous présenter Bollywood, mais en même temps aussi, à travers tout ça, l'Inde a considérablement développé sa consommation d'énergie électrique. En fait, aujourd'hui, l'Inde est devenue le 3e producteur mondial d'énergie électrique, derrière les États-Unis et la Chine. Et pour vous donner une idée, l'Inde produit plus d'énergie électrique que toute l'Amérique du Sud. Donc, ça vous donne une certaine idée. Et ici, nous avons donc une région de Bombay extrêmement riche, avec le maximum de consommation d'énergie de la part des classes précédentes. Or, il se trouve aussi que vous avez les bidonvilles à Bombay, qui elles aussi veulent profiter, si je peux dire, de la manne économique. Donc, elles aussi veulent consommer de l'énergie électrique et elles le font. Je vais donc vous expliquer un tout petit peu comment les choses se passent. Et pour ça, je vais d'abord vous présenter ce que c'est que les bidonvilles en Inde, et ensuite, je vais m'attarder davantage sur les questions de consommation d'énergie électrique. Dans un premier temps, les bidonvilles à Bombay ou en Inde, dans son ensemble, vont accueillir environ 170 millions ou jusqu'à 200 millions de personnes. Et Bombay même, du moins le Bombay métropolitain, avec une population d'environ 12 millions d'habitants. Là, je ne parle pas du Bombay complet, mais seulement que le principal, le Bombay métropolitain. Près de la moitié de la population vit dans les bidonvilles. Vous allez avoir en fait ici un immense bidonville qui s'appelle Dharavi. Et ce bidonville, en fait, accueille entre 800 000 et 1 million d'habitants. Mais faisons attention. Le Dharavi en question, c'est simplement toute cette petite région ici, entre deux chemins de fer. Mais ce que vous voyez aussi ailleurs, ce sont tous les autres petits points, ce sont d'autres bidonvilles. Donc le bidonville à Bombay, ce n'est pas quelque chose qui est séparé de la ville, c'est quelque chose qui est intimement mêlé au milieu urbain. Et toutes ces villes tous ces bidonvilles vont consommer de l'énergie électrique, et c'est ce qui m'intéresse au premier chef avec nous. L'électricité dans les bidonvilles, c'est quelque chose d'extrêmement important. On estime qu'à peu près 85% des bidonvilles de l'Inde consomment de l'énergie électrique. À Bombay, c'est de l'ordre de 90%.
Ces bidonvilles-là sont des milieux qui vivent très difficilement, comme on peut se l'imaginer. Mais en même temps aussi, ce qui est important de savoir, c'est que ces bidonvilles vont vivre d'une vie communautaire extrêmement serrée. Une vie communautaire qui va se fonder sur les ethnies, sur les langues, sur la religion et dans le cas des hindous, sur les castes. Or, cette vie communautaire va permettre non seulement aux habitants des villes de survivre dans leur pauvreté, mais aussi elle va gérer, organiser la vie à l'intérieur des bidonvilles et à un point tel que les autorités municipales vont hésiter à intervenir dans les bidonvilles sous crainte qu'il y ait des émeutes. Tant la vie est très fortement organisée à l'intérieur des bidonvilles. Je vais revenir un tout petit peu plus tard sur ce point parce que c'est très important. Mais en même temps aussi, le bidonville, pourquoi le bidonville est-il aussi accueillant, si je peux dire, par rapport à l'électricité? Plusieurs raisons. Tout d'abord, l'électricité est beaucoup plus facile à installer que, par exemple, les aqueducs ou les égouts. Là, vous avez besoin de gros travaux d'infrastructure. Ici, c'est beaucoup plus simple. Deuxièmement aussi, dans les bidonvilles, l'éclairage public est très important, surtout pour les femmes la nuit. C'est quelque chose d'absolument essentiel. Ajoutons à ça aussi la présence de nombreux artisans à l'intérieur des bidonvilles, des personnes qui ont en fait comme des tailleurs, des cordonniers, des boulangers et ainsi de suite, qui tous vont avoir des appareils électriques, soit des machines à coudre ou encore des cuisinières électriques et ainsi de suite. Mais finalement, le simple habitant ou la simple famille à l'intérieur du bidonville va lui aussi consommer de manière minimale. On sait par exemple que les personnes qui vont arriver récemment dans des bidonvilles vont avoir quelque chose comme par exemple 2 lampes à néon plus un ventilateur. C'est le minimum. Les néons parce que ça coûte beaucoup moins cher que de consommation que les lampes ordinaires. D'autre part aussi, les ventilateurs, quand il fait 40 degrés Celsius, ce qui est le cas assez souvent en Bombay, évidemment, vous en avez besoin. Mais il y a beaucoup d'inégalités sociales, beaucoup d'inégalités de richesse à l'intérieur des bidonvilles, et c'est ce qui fait que certaines personnes dans les bidonvilles vont avoir une consommation nettement supérieure que les autres. Vous allez même avoir des téléviseurs, vous allez avoir aussi des petits frigos, des chargeurs de cellulaires. D'ailleurs, on estime en Inde aujourd'hui qu'il y a plus de 1 milliard de téléphones cellulaires en Inde, donc c'est vous dire. Et en même temps aussi des ordinateurs portables. Le problème, c'est que pour une bonne partie de la population des bidonvilles, sinon la majorité, ces personnes-là n'ont pas les moyens de payer les tarifs des compagnies d'électricité normales. Alors c'est là qu'il va se produire un phénomène assez spécifique, le piratage de l'électricité. Une pratique qui en fait vient du monde rural en Inde et une pratique qui peut avoir plusieurs formes, comme celle-ci qui est la plus ordinaire, c'est-à-dire vous allez avoir des personnes qui vont prendre des fils métalliques, qui vont mettre une brique au bout et qui vont lancer ça par-dessus les câbles. Si vous avez besoin d'électricité, je ne vous conseille pas de faire ça, c'est plutôt dangereux. Mais en même temps aussi, c'est quelque chose qui fonctionne relativement bien. Mais si vous avez des besoins énergétiques beaucoup plus avancés, la méthode suivante est désormais beaucoup plus appropriée aussi. C'est-à-dire qu'ici, vous allez avoir des agents qui vont faire le tour des habitations au sein des bidonvilles pour leur demander leurs besoins. Ces agents-là vont s'acoquiner, si je peux dire, des installateurs. La plupart de ces installateurs-là, ce sont des personnes à l'emploi des compagnies en bonne et due forme d'électricité. Mais ces personnes-là, pour arrondir leur fin de mois, vont effectivement donc avoir des petits pots de vin. C'est eux qui vont faire toutes ces centaines de connexions tout petit peu partout à partir d'un transformateur central. Et ces personnes-là, en fait, aussi vont également donner des pots de vin aux policiers et aux fonctionnaires municipaux pour qu'ils ferment les yeux, si je peux dire. Le problème, c'est qu'évidemment, les compagnies de l'électricité ne sont pas très heureuses de la situation. Ça leur pose des problèmes financiers considérables. D'autre part aussi, ça pose des problèmes techniques. Vous allez avoir des pannes d'électricité, des transformateurs qui vont péter, des baisses de voltage absolument terribles des fois. Et donc, les compagnies vont chercher à réagir. Elles vont chercher à faire des pressions sur le monde municipal pour qu'on organise des raids policiers. C'est plus ou moins relatif. Comme je disais tout à l'heure, les raids policiers
c'est pas évident à organiser, sans compter que plusieurs des policiers vont avertir 1 heure à l'avance les agents pour qu'ils puissent débrancher tout quand eux vont arriver. D'autre part aussi, vous pouvez avoir de meilleurs compteurs à installer, mais encore là, il faut installer ces compteurs-là dans les bidonvilles, c'est pas évident. Les câbles spéciaux, peut-être par-dessus, ça coûte extrêmement cher, donc si bien que, même encore aujourd'hui, le problème du piratage d'électricité demeure un problème important en Inde. La seule chose que moi je vois, c'est peut-être de faire preuve d'un certain réalisme et d'ailleurs je crois que plusieurs entreprises le font aussi, plutôt que de chercher à combattre le piratage, au contraire, encourager la consommation d'électricité à l'intérieur des bidonvilles. C'est-à-dire que plus vous allez avoir des objets électriques chez vous, plus vous serez tenté de vous brancher sur les réseaux légaux. C'est un petit peu le pari qu'ils font. Et en même temps aussi, ce pari-là va s'ajouter une plus grosse consommation d'énergie électrique sur le plan industriel et avec aussi les classes possédantes, si bien qu'à la fin, on va finir par avoir une consommation autrement plus considérable. D'ailleurs, l'Inde va sans doute avoir près de 2 milliards d'habitants dans une cinquantaine d'années d'ici. Les bidonvilles vont encore exister, ainsi que le piratage, mais je vous laisse à deviner l'ampleur de la consommation d'énergie dans ce pays-là d'ici un demi-siècle. Ce sera donc pour le meilleur et pour le pire. Je vous remercie beaucoup. Alors, si vous avez des questions, je vais vous demander de me parler très fort parce que je suis un petit peu sourd. Et parlez-moi comme si vous étiez en colère. Comme ça, je vais vous comprendre mieux. Oui. La principale source d'électricité en Inde, c'est maintenant le charbon à 80%. Mais ils font des efforts du côté aussi des cellules photovoltaïques. Ils ont d'ailleurs des déserts dans le nord de l'Inde qu'ils vont utiliser de manière assez systématique. C'est assez prometteur, mais pour le moment, le charbon prédomine très largement. Il y aurait peut-être une possibilité avec l'hydroélectricité du côté des Himalayas, mais là, les questions politiques empêchent toute concertation sur ce plan-là. Oui. Ce n'est pas si difficile que ça. Vous avez donc, comment donc inciter les gens à consommer plus d'électricité? En fait, vous n'avez pas vraiment besoin de les inciter. Il y a un appel à la modernité. Si vous quittez votre village et que vous arrivez dans une ville comme Mumbai en particulier, vous allez vouloir déjà consommer encore plus que ce que vous faites. Et vous avez, si je peux dire, de toute façon, beaucoup de publicités qui se font pour les objets électriques. Et je parlais tout à l'heure, encore une fois, des téléphones cellulaires. Oui, au-delà d'1 milliard de téléphones en Inde seulement. Et ça coûte autrement moins cher qu'ici, soit dit en passant. D'autres questions? N'ayez pas peur. Oui. En fait, le gouvernement à Delhi ne cherchera pas trop à se mêler de ce genre de situation. C'est plutôt aux entreprises. Et ce qui arrive, c'est que le gouvernement va avoir beaucoup de compagnies qui sont des entreprises publiques, des entreprises d'État, et qui vont elles-mêmes donc chercher à trouver le maximum de moyens pour encourager la consommation. Mais les gouvernements ont eu pendant longtemps à se battre contre une corruption généralisée autour des entreprises électriques, en particulier dans les années 60-70, et ils ont dû créer des entreprises beaucoup plus performantes par la suite. Mais c'est maintenant que les véritables problèmes vont commencer à se poser. Mais de ce côté-là, je n'ai pas de crainte. Les gouvernements indiens, peu importe le régime politique, veulent un développement puissant de l'Inde. Ça, c'est inscrit désormais dans les agendas politiques de tous les partis en Inde. Oui. Est-ce qu'au niveau de la production d'électricité, la production d'électricité va réussir à suivre cette politique de plus consommer? En l'espace de 30 ans, de 1990 à 2010 environ, l'Inde est passée d'une puissance installée de 90 gigawatts
à 290 gigawatts. Et dans les 10 ans qui ont suivi, j'ai l'absolue conviction qu'ils ont encore doublé la puissance installée. Et c'est à peu près certain à mes yeux que ça va se poursuivre. La seule chose que je redoute pour ma part, c'est que l'énergie renouvelable ne remplacera pas l'énergie fossile. Elle va simplement s'ajouter à l'énergie fossile tellement la demande en énergie est forte. Nous autres, ici même au Québec, tout à coup, on se rend compte que nous allons avoir des besoins fous en énergie. Imaginez le reste de la planète. On est loin si je peux dire, de toutes les solutions auxquelles on s'imagine pour résoudre la question climatique. Il y a un danger ici qui se pose et il faut malheureusement en être conscient. Pardon? L'Inde possède est le 4e grand producteur de charbon au monde. Par ailleurs aussi, l'Inde va importer de l'Indonésie et de l'Australie et bientôt de la Colombie énormément de charbon. Et vous avez des compagnies dont le groupe Adani qui va chercher justement donc à vendre de cette énergie, du charbon aussi bien aux Chinois qu'aux Indiens. Et de ce côté-là, l'autonomie indienne, je n'ai pas beaucoup de crainte hélas, d'une certaine manière. Mais en même temps aussi, encore une fois, l'énergie renouvelable, oui, a un immense avenir en Inde. Ça, c'est certain. Oui. Est-ce que les coupures de courant sont communes? Est-ce qu'il y a du délestage des coupures de courant de façon régulière? Oui. C'est un problème encore aujourd'hui. Et même si l'Inde a réussi à avoir un réseau national d'électricité qui rejoint toutes les grandes régions, c'est assez fréquent que d'avoir des fois des régions entières qui vont connaître un blackout. Et il y a des problèmes techniques qui sont associés à ça, mais également aussi les problèmes dont j'ai parlé et qui sont loin d'être résolus parce que quelquefois, ça ne prend pas grand-chose pour créer une panne qui est non seulement municipale, mais qui concerne toute une région entière. Et sur ce plan-là, effectivement, le réseau indien demeure encore aujourd'hui très fragile. Ça, oui. Est-ce que... Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, suite à 2 présentations, on va prendre une petite pause de 10 minutes. Merci pour votre écoute aussi. Donc, on va prendre une petite pause de 10 minutes. Après, il y a notre dernier présentateur de la soirée qui va venir présenter. Donc, il est 23, je pense. À 33, ça va être la prochaine présentation. Bonjour tout le monde. Alors, c'est maintenant le temps de notre dernier présentateur. Donc, on est vraiment content qu'il ait accepté un peu à la dernière minute cette semaine de dépanner, de remplacer ses collègues. Donc, merci d'avoir accepté d'être là ce soir. Donc, vous pouvez accueillir Younes Barea, qui est présentement postdoc à l'Institut d'innovation en écomatériaux, écoproduits et éco-énergie. Il a fait son doctorat en biométhanisation, puis présentement, il explore de nouvelles façons de produire de l'énergie renouvelable. Donc, vous pouvez accueillir Younes. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, je suis content que tu aies réussi à dire en entier le I2E3, parce que même moi, je ne connaissais pas tout ce qu'il y avait dedans. Moi, je vais vous présenter la biométhanisation aujourd'hui. J'ai appelé ça une solution multiservice pour l'énergie de demain. Donc, c'est un titre assez pompeux, mais on va explorer ça tous ensemble. Et je vais peut-être vous demander de participer des fois un peu, donc n'hésitez pas quand je vous lance. Allez-y. Donc, j'ai eu du mal à commencer cette présentation parce qu'il fallait que je passe par des mauvaises nouvelles et un peu par des mauvaises nouvelles que tout le monde sait. Genre... voilà, je pense que le graphique parle, je pense que vous le voyez, tout à l'heure la première présentatrice nous en a fait aussi part, donc on est sur les années les plus chaudes. Et maintenant il n'y a plus de... Voilà, on ne sait pas d'où ça vient, on sait d'où ça vient. C'est la conséquence de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre anthropiques dans l'atmosphère. Donc là, comme on peut voir sur ce joli graphique,
J'ai éteint. Ok, c'est bon. Comme on peut voir sur ce joli graphique, on peut voir que les trois principaux, donc il y a le très célèbre carbone dioxide, donc le dioxyde de carbone que tout le monde connaît, qui voilà, très célèbre, qui monte. Le un peu moins connu, le dioxyde d'azote, lui c'est à surveiller. Et puis il y a un nouveau dans le game, c'est le méthane. Et ça va être la présentation du jour aujourd'hui. Je vais surtout m'attarder sur le méthane. Donc qu'est-ce que c'est que le méthane? Et pourquoi il y en a autant dans l'atmosphère? Donc le méthane, voici un peu sa fiche d'identité. Donc c'est un gaz qui est incolore, inodore et qui est très inflammable. Ça c'est intéressant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il fait partie de la liste des gaz à effet de serre. Donc celui-là, il est assez violent, 25 fois plus puissant que le CO2. Il reste quand même un peu plus longtemps dans l'atmosphère. Et aussi, il est très abondant et très accessible. Pourquoi accessible? Sur une installation pétrolière, quand vous mettez un tuyau, c'est du méthane qui va sortir avec d'autres gaz. Donc on n'a pas trop de mal à en avoir. Et puis on l'utilise. C'est une source d'énergie qu'on utilise, mais actuellement on utilise surtout des sources fossiles. Donc s'il est aussi utile ce méthane, pourquoi on le retrouve à ce point dans l'atmosphère? Donc là, on va commencer tout d'abord par faire un petit inventaire des émissions de gaz à effet des émissions de méthane, et on va commencer par les émissions mondiales. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est un joli camembert sur l'estimation des données mondiales de méthane d'origine anthropique. Donc ça, c'est vraiment l'homme. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que il y a plein de sources d'émissions de méthane. On peut voir qu'on a l'exploitation gazière et pétrolière. Beaucoup de pétroliers vont pas se casser la tête et vont juste l'émettre à l'atmosphère plutôt que de le brûler avant. Et on va avoir des petites choses assez drôles comme la culture de riz, l'extraction de charbon, l'agriculture, fermentation entérique, on reviendra dessus. Mais est-ce que c'est pareil partout? Si on regarde au Québec, on n'a pas du tout le même camembert. Au Québec, je pense qu'on n'est pas trop connu pour avoir des exploitations de gaz ni de pétrole. Donc les émissions de méthane, elles viennent surtout de l'agriculture et des matières résiduelles. Donc ça, c'est tous nos déchets. En agriculture, c'est assez intéressant parce que les 2 tiers de ces à peu près 50% viennent de la fermentation entérique. Est-ce que vous savez c'est quoi? C'est les perros de vache. Je l'ai entendu quelque part dans la salle. Voilà, ça vient de ça. Bien joué. Et le reste, ça vient de la gestion des fumiers. Et donc moi, il y a une question qui me vient aussi, c'est est-ce qu'il y a une différence entre ces sources de méthane? Est-ce qu'on va vraiment... est-ce qu'il y a quelque chose qui les différencie ou alors c'est du méthane, c'est du méthane? Alors sur ce petit graphique, qui est un peu difficile à première vue, mais qui donne vraiment des belles informations, ça vient nous donner les émissions de gaz à effet de serre par mégajoule de chaleur utilisé sur plusieurs sources de ce gaz. Donc là ici on a le gaz naturel qui est issu d'énergie, donc celui qu'on a dans nos tuyaux. On peut voir qu'il a une intensité des émissions de GES qui sont autour de 0,07. Donc on est sur quelque chose de positif. Mais dès qu'on regarde le méthane, enfin le gaz naturel, donc le méthane, je vais aussi l'appeler gaz naturel des fois, qui vient de sources comme le fumier, comme les eaux usées, comme les matières organiques, eh ben on se rend compte que c'est négatif. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi c'est négatif? Parce que ce n'est pas le même carbone. Le carbone ici qu'on a, c'est le carbone qui est issu des ressources fossiles. C'est un carbone qui n'est pas dans le cycle du carbone actuel. Et ce carbone-là qu'on a dans le fumier, dans les eaux usées, il y a une grosse partie qui est de source biogénique, c'est-à-dire qui est déjà dans le cycle du carbone. On va aller récupérer du carbone qui a été capté dans l'atmosphère par les plantes. Elles ont grandi, la vache l'a mangé, désolé du terme, l'a chié, et nous, on va aller chercher le méthane qui vient de là. Donc c'est pas le même carbone parce qu'il n'est pas d'origine fossile, celui-là. Est-ce que c'est clair? Parfait. Donc maintenant, on en est où? Comment on fait pour capter et valoriser ces émissions de méthane? Parce qu'on voit qu'il y a de l'intérêt, il y a de l'énergie, il y a certains
certaines émissions qui peuvent être carbonégatives. Donc comment on fait? Et là, normalement, vous avez la réponse, parce que si vous connaissez le titre de ma présentation, c'est la biométhanisation. Je vais l'entendre encore une fois, plus d'envie. Encore une fois. La biométhanisation. Vous avez tous compris où j'en viens? Donc là, vous avez des beaux exemples. C'est des usines qu'il y a ici au Québec. Il y en a à peu près une vingtaine, dont des très très grosses. Et je vais en parler par la suite. Mais tout d'abord, c'est quoi la biométhanisation? Donc la biométhanisation, c'est un procédé qui permet la gestion des matières organiques putrescibles. Donc les putrescibles, c'est tout ce qui va sentir mauvais dans votre poubelle. Et en général, ça va être de la matière organique. Donc ça va être des lisiers fumiers, ça en fait partie. Des boues de station d'épuration, donc excusez-moi le terme, vos excréments, ça va en méthanisation. Et des matières organiques diverses, donc ça peut être des déchets de table, des déchets agro-industriels. Il faut que ça soit de la matière organique. On met tout ça dans, pour reprendre le terme de tout à l'heure, dans notre inox. Et dans des conditions qui sont pas d'oxygène. Donc c'est un procédé qui est anaérobie, pas d'oxygène. C'est 100% transformé par des micro-organismes. Donc ce gaz ne va pas être issu de la chimie ou de la thermochimie. Non, ça va être juste des petits micro-organismes qu'on va mettre à entre 37 et 55 degrés. Et ils vont nous produire un bon biogaz avec 60% de méthane et 40% de CO2, et j'insiste, biogénique. Et un bon digestat. Ce digestat qui est riche en carbone, très stable, en azote, en phosphore, en potassium, c'est un engrais organique, j'ai mis de choix. Ça dépend comment on l'utilise, c'est comme tout. Donc qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du réacteur? Donc pour moi, la chose la plus simple pour schématiser ce qui se passe, c'est le processus de digestion de nous-mêmes. C'est-à-dire on mange quelque chose, ça va dans notre estomac, c'est hydrolysé en petites molécules. Nos cellules et puis des cellules, des bactéries à l'intérieur de nous viennent prendre leur petite part. Et qu'est-ce qu'il en sort? Des paix et du caca. Voilà, désolé, on est dans la classe ce soir. Voici la forme difficile, je ne vais pas aller en détail dessus, mais en gros, c'est tout un consortium de bactéries et d'archées qui travaillent ensemble et qui vont se nourrir les unes les autres pour arriver vers cette molécule à la fin qu'on recherche, qui est le méthane. Au début de ma présentation, j'ai dit que c'était une solution multiservice. Mais qu'est-ce que ça rend d'autre comme service, la biométhanisation? Donc, tout d'abord, on a les services environnementaux. Pourquoi environnementaux? Parce qu'en utilisant un méthane biogénique, on va venir utiliser 1 mètre cube de méthane. Et logiquement, si on suit la logique, mais après la présentation tout à l'heure, j'ai repris un peu... si on est sur une logique d'augmentation, normalement, on ne va pas le remplacer. Mais si on est dans une logique de stabilité, on va remplacer 1 mètre cube de renouvelable par 1 mètre cube de fossile. Et donc, on sera sur une substitution aux énergies fossiles. Il y aura aussi une substitution aux engrais minéraux. Quand on va apporter le digestat au sol, parce qu'on va l'épandre, on va apporter des nutriments qu'on n'aura pas besoin d'apporter par des engrais minéraux. Et on va aussi dévier des matières organiques de l'enfouissement qui sont très polluantes. Donc là, ça nous permettra d'avoir une réduction effective des gaz à effet de serre et un recyclage du carbone et des nutriments. On a aussi des services économiques. On va vendre notre méthane, on va générer des crédits carbone et puis on va aussi avoir des économies conséquentes sur les engrais minéraux. Tout ça, ça va créer de la valeur. On va pouvoir créer de la valeur avec cette solution. Et aussi, au niveau social, il y a des intérêts, notamment sur la réduction des odeurs. Un lisier qui a été biométhanisé va sentir beaucoup moins mauvais qu'un lisier qu'on va épandre directement. On va créer de l'emploi et surtout, ça sera une production régionale, ça va être très local. Donc on va avoir à la fois une réduction des nuisances et une dynamisation des régions. Et donc ça, c'est ce qui me permet de dire que c'est un maillon important pour une économie circulaire et un développement durable. Cette solution-là, elle en fait partie. Et c'est quoi les défis? Je vais essayer d'aller vite parce que je vois que l'heure tourne. Les défis à venir, donc là, il y a le Québec qui a passé un règlement et on a des objectifs au Québec. Ça, c'est bien. C'est qu'en 2023,
5% de gaz naturel renouvelable, donc ce méthane qui peut être issu à la fois de la biométhanisation ou d'autres solutions qui produisent du gaz renouvelable, dans le mix gazier, donc dans vos tuyaux d'énergie, et 10% en 2030. Mais il y a quand même quelques dodanes sur la route. Notamment, on a besoin de matière organique et au Québec, il y a une très forte compétition sur la matière organique en ce moment. Donc, il y a ce problème à résoudre, c'est essayer de rationaliser la matière organique entre les différents acteurs, essayer de vraiment réfléchir en commun là-dessus. Tous les problèmes logistiques, comment on fait pour aller chercher la matière, où est-ce qu'on met les usines, comment on fait pour aller redistribuer la matière qui sort, l'optimisation du procédé, en fonction de ce qu'on va lui mettre, on ne va pas pouvoir le faire fonctionner de la même manière. La valorisation des coproduits, on a du CO2 qui nous reste, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Est-ce qu'on peut en faire aussi de l'énergie en plus? Le digesta, est-ce qu'on peut en sortir des nutriments? Quelle valeur on peut ajouter à ces coproduits? Et ça, c'est juste la surface. Est-ce que ça va? Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce que je viens de vous raconter? Que c'est une technologie, la biométhanisation, qui permet de capter du carbone biogénique et que le méthane qu'on va utiliser, ça va être un méthane qui va être beaucoup moins émetteur qu'un méthane issu de ressources fossiles. Et je viens de dire le deuxième point, je suis trop fort. C'est un maillon fort, enfin, c'est quelque chose à vraiment considérer dans les modèles d'économie circulaire et de développement durable, parce qu'en fait, on a plein de coproduits qui sont à recycler et qui peuvent trouver preneur. Et enfin, c'est une construction, c'est une filière en construction au Québec. Ça, c'est une belle chose. Et puis, il reste des beaux défis et on est là pour les affronter tous ensemble. Je vous remercie. Et puis j'espère qu'un jour on aura des bus pareils et qu'on sera capable de dire qu'on roule avec notre propre gaz à nous. Merci. Ok, je vois une question au fond. Donc, je répète la question. Par rapport aux boues humaines, est-ce que ces boues humaines, une fois qu'elles sont passées en biométhanisation, sont plus propres que si on les épandait toutes seules? Ça, c'est une très belle question. Je pense que ça va être même la question la plus chaude de ce soir, parce que y a eu beaucoup de bruit par rapport aux boues humaines dernièrement. Ce qu'il faut savoir avec la biométhanisation, c'est que sur les matières à valoriser, une fois qu'on les met au champ, c'est qu'il y a des critères. Il y a le guide des matières, du recyclage des matières résiduelles fertilisantes. Donc c'est une MRF, une matière résiduelle fertilisante. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de la recycler. Derrière, sous toute cette réglementation, il y a une codification par rapport à ces critères chimiques, pathogènes, odeurs, corps étrangers. Au niveau de ces différents critères, normalement, à part sur certains critères chimiques et pathogènes, en général, les boues vont pouvoir être valorisées et on va vraiment s'arrêter qu'à ces critères-là. En biométhanisation, ces critères-là de pathogènes et de chimiques, ça ne va pas vraiment les toucher, sauf si on, et j'aime pas dire ça, sauf si on fait une sorte de dilution avec, on rajoute quelque chose d'autre avec pour co-digérer. Et là, on va baisser tous ces niveaux en tout cas sur le critère chimique, tout ce qui est contaminant chimique. Sur le pathogène, on a une réduction des pathogènes, mais on n'a pas non plus une réduction folle. C'est-à-dire que derrière, on reste quand même avec un produit qui a une activité biologique et qu'il faut, à un moment ou un autre, dépendant de ce qu'on a mis dedans, qu'il faudra peut-être hygiéniser. Et en général, le compostage vient là comme solution pour pouvoir hygiéniser ce genre de résidus. Donc c'est une question où il y a encore beaucoup de recherches et j'aurais pu le rajouter et encore plein d'autres. C'est que si la boue est dégueulasse, elle ressortira dégueulasse. Si elle est blindée de PFAS,
il y aura des PFAS en sortie. Donc c'est des choses en fait c'est là où la traçabilité de ce qui rentre est très importante pour pouvoir avoir la meilleure qualité en sortie. C'était très long. Il a été dur votre question. Est-ce qu'il y a une autre question? Ah, oui. Donc la question c'est, en dehors des boues humaines, est-ce qu'il y a d'autres résidus qui sont utilisés en biométhanisation, si j'ai bien compris? Oui, en fait, à partir du moment où c'est une matière organique, elle va être acceptée en biométhanisation. Donc moi je parlais des lisiers fumiers, donc ça c'était un peu la base sur quoi ça s'est développé. Si on remonte encore avant les boues humaines, c'était parce que c'était une manière de réduire les boues de stations d'épuration. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que les industriels avaient aussi des déchets, mais les industriels de l'agroalimentaire, tout ce qui est petit lait, tout ce qui est des graisses qui ne sont pas vendables, des résidus, des drèches, toutes ces choses-là, qui ont un pouvoir méthanogène et qui sont capables, qu'il y a de l'énergie à aller chercher dedans. En plus de ça, on peut aussi aller chercher des résidus qui sont un peu plus, un peu plus exotiques, comme des bouts de papetière où on va avoir beaucoup de cellulose et on va pouvoir rechercher cette énergie dedans. À part du bois, je mettrais tout d'organique à l'intérieur à partir du moment où ça répond à des critères de salubrité. J'aime beaucoup la question. Donc la question c'est, malgré tous les substrats qui existent, tous les intrants, comment ça se fait qu'il y a de la compétition et qu'est-ce qui explique cette compétition, c'est ça? Je vais vous prendre un exemple tout simple. La biométhanisation c'est quelque chose de nouveau et il y a beaucoup d'industriels. Je vais vous prendre un industriel lambda qui produit du lait et qui sort un petit lait de sa production de fromage. Donc il a du petit lait en quantité, il ne sait pas quoi en faire. Et lui, en fait, il n'a pas attendu la biométhanisation pour trouver une voie de valorisation. Donc lui, si à côté de chez lui, il a une porcherie ou des vaches, il va donner ça en alimentation animale. Et en fait, il y a déjà des petites filières comme ça qui sont en place, où il peut y avoir de la compétition. Donc ça, c'est de la compétition interfilière. Donc on va aller chercher un intrant qui en fait va servir à une autre filière. Et puis il peut aussi y avoir l'autre compétition qui est deux méthaniseurs qui ont le malheur de s'installer un peu trop près. Ils vont avoir leur gisement de base, leur lisier, leur fumier, sauf qu'eux ils vont vouloir booster la production et là il se trouve qu'il y a un industriel dans le coin, pile entre les deux, et là va y avoir une compétition pour aller chercher ses résidus à lui. Donc c'est là où on va avoir de la compétition et qu'il y a toute une réflexion à avoir sur comment organiser cette répartition sans forcément tomber dans le communisme, mais au moins essayer de rationaliser ça pour qu'on n'ait pas des effets avec des gros joueurs qui absorbent tout, alors que nous on veut rester sur quelque chose de décentralisé, de régional, de créer de la valeur sur place. Merci à tous et une belle soirée. Merci beaucoup pour ta présentation. Donc, on est rendu à la fin de la soirée. Puis, comme je l'avais dit au début, il va y avoir un petit quiz.